Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Monaco s'apprête à accueillir l'Équateur en Coupe Davis. Les Monégasques évoluent cette année dans le groupe 2 Monde. Notre consultant Laurent Orsini sera avec nous dans quelques instants pour évoquer les enjeux de ce face-à-face. La rentrée scolaire a eu lieu hier en Principauté. Ce soir, nous avons vécu cet événement aux côtés de ceux qui réalisaient leur première rentrée avec de nouvelles responsabilités. Nous avons aussi suivi le retour à l'école des élèves de l'Académie Princesse Grace. Puis le docteur Christophe Perrin sera notre invité ce soir. Il est chef du service pneumologie au centre hospitalier Princesse Grace. Avec lui, nous évoquerons un syndrome qui touche 3 millions de personnes en France, l'apnée du sommeil. Et puis nouvelle saison pour l'AS Monaco Football féminin avec un effectif grandement remanié. Les ambitions restent les mêmes, elles ont été clairement affichées lors de la première journée de championnat. Les 15 et 16 septembre prochains, Monaco reçoit l'Équateur en Coupe Davis, un événement qui sera à suivre en direct sur Monaco Info. Quelques jours avant le début des rencontres, Frédéric Elion est allé prendre le pouls sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Depuis 2018, Monaco a remporté 12 de ses 15 rencontres de Coupe Davis. À domicile, les Monégasques restent sur 2 succès probants, 4-0 sans perdre le moindre match face au Maroc et à la République dominicaine. Une dynamique que les joueurs de Guillaume Couillard espèrent poursuivre à partir de vendredi sur les cours du Monte Carlo Country Club face à un gros morceau, l'Équateur. C'est vraiment une très belle équipe en face. L'Équateur, c'est 4 très bons joueurs. C'est une équipe qui était encore dans le groupe mondial il y a 1 an et demi. Ils avaient joué notamment la France, il me semble, donc c'est vraiment une énorme équipe. On n'en a pas joué beaucoup des équipes fortes comme ça, donc on se méfie bien évidemment. Donc favori, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que chez nous, on est toujours, je pense, redoutable. On a à cœur de gagner cette rencontre en tout cas. On ne change pas une recette qui fonctionne pour tenter de faire tomber l'Équateur. 2 joueurs de simple, Valentin Vachereau et Lucas Catarina. Valentin, 317e mondial, a remporté 2 25 000 $ à Bourg-en-Bresse et Montauban, sur terre battue au tout début de l'été. Lucas, 452e, a lui disputé 6 finales pour 3 titres en futur cette saison. De gagner, d'accéder au tour suivant, ça serait super pour nous. Et comme tu dis, ça serait une récompense du travail au quotidien. Et puis en effet, d'avoir connu un peu toutes les expériences et les trucs qu'on a pu vivre ensemble, ça serait beau de concrétiser tout ça. Monaco pourra aussi s'appuyer sur une paire de doubles redoutables. Hugo Nys, 19e mondial de la spécialité, reste sur un quart de finale à l'US Open avec le Polonais Zielinski, après avoir fait finale en début d'année à l'Open d'Australie. Romain Arnaudot, 52e mondial, a passé un tour à Roland-Garros et Wimbledon avec Sam Weisborn, après sa finale mémorable à domicile au Rolex Monte Carlo Masters. Hugo et Romain sont invaincus ensemble en Coupe Davis, 7 matchs, 7 victoires et un seul petit set perdu face au Liban. Et là on s'entraîne bien depuis un moment et depuis hier on est regroupés ici. Et puis jouer à la maison dans notre club pour notre pays, c'est toujours entre copains. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, parce que c'est quand même un sport individuel toute l'année. Et là, être en équipe, ça fait plaisir. En cas de victoire face à l'Équateur, Monaco se qualifierait pour les playoffs d'accession au groupe 1. Et pour analyser ce Monaco-Équateur en Coupe Davis, Laurent Orsini, notre consultant, nous a rejoint sur le plateau de Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir Émilie. C'est un face-à-face unique et historique. Oui, c'est vrai que Monaco a la chance de jouer ce play-off pour accéder au groupe supérieur. C'est une chance pour Monaco de jouer chez elle un match à enjeu historique. Alors on se perd un petit peu dans ce nouveau format de Coupe Davis. Après leur victoire face à la République dominicaine en février dernier, Monaco a donc accédé au groupe 2 Monde. C'est bien cela? Tout à fait. Des groupes qui sont maintenant composés de 24 équipes avec 12 rencontres, des groupes Monde, comme vous venez de le dire si justement, et ce n'est plus réparti en zones géographiques comme ça l'était auparavant. Et concrètement, qu'est-ce que cela représente pour Monaco d'être dans ce groupe? Ouais, déjà, ils sont montés dans le groupe 2 mondial, alors qu'il y a après un groupe 1 et un groupe, on va dire, qui appelle World, où il y a les meilleures nations du monde.
Mais d'être dans ce groupe-là permet de jouer des rencontres comme contre l'Équateur, une très bonne équipe qui a perdu contre la Grèce lors de leur précédent match et qui jouait il n'y a pas si longtemps la France. Donc c'est vraiment une chance pour Monaco de pouvoir accéder au niveau supérieur en jouant toujours ces matchs de play-off, play-in. En fait, c'est un système de play-off et play-down à chaque fois pour monter ou pour redescendre. Voilà, parce que le vainqueur accédera au play-off du groupe 1. Sera assuré. C'est un petit peu compliqué, un petit peu confus. Monaco, si Monaco gagne, Monaco est assuré de rester dans le groupe 2 et jouera le play-off pour accéder au groupe 1. Alors chacun dispose de ses armes pour obtenir cette qualification. On va tout d'abord parler de Monaco. Quels sont les atouts de cette équipe monégasque ? Alors, comme tout le monde le sait, l'atout principal de notre équipe, c'est le double, mais malheureusement, le double ne compte qu'un point. Mais c'est vrai qu'avec Hugonis et Romain Arneaudo, des joueurs qui ont fait de très bons résultats en Grand Chelem, inutile de le rappeler, mais qui continuent à confirmer, parce que Hugonis a fait quart de finale au dernier US Open. Malheureusement, Romain Arneaudo, il faut spécifier aussi aux téléspectateurs qu'ils ne jouent pas ensemble en dehors de l'année, c'est que pour la Coupe Davis. Chacun a un partenaire particulier pour les tournois du Grand Chelem. Donc on a quand même un joueur qui est top 20 mondial en double en la personne de Hugonis, un joueur qui est 90e mondial en la personne de Romain Arneaudo, donc ça fait quand même une équipe très forte sur le papier. Et puis après on a Valentin Vachereau et Lucas Catarina, qui sont des très bons joueurs de simple, qui l'ont prouvé, mais qui ne sont pas du niveau de Romain et de Hugo, en tout cas au niveau mondial. En cas de qualification monégasque, ça serait une belle récompense pour cette équipe, pour ce groupe. On peut dire une famille. Ben oui, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent très très bien. La chance principale de Monaco sur cette rencontre, c'est effectivement de jouer à domicile. Il vaut mieux jouer à Monaco que jouer à Équateur, sur une surface, une altitude, voilà, avec du voyage, du décalage horaire. Donc ça, c'est quand même un gros atout pour Monaco. Ce serait vraiment une belle histoire de jouer les playoffs pour monter dans le groupe 1, chose qui n'est jamais arrivée pour l'équipe de Coupe Davis monégasque. La mauvaise nouvelle, on va dire, c'est que leur numéro 1, qui n'a pas joué toutes les rencontres précédemment, est présent. Donc on peut en déduire qu'il jouera. C'est le fils d'Andrés Gomez, un ancien vainqueur de Grand Chelem, donc qui est 185e joueur mondial. Exactement. 185 aujourd'hui, mais qui était top 100 il y a quelques années. Donc voilà, ce sera un client, mais plutôt spécialiste de surface rapide. Comme vous l'avez dit, ces rencontres seront ouvertes au public au Monte Carlo Country Club. Elles seront aussi à suivre en direct sur Monaco Info avec vous, Laurent Orsini, et Christophe Pacaud au commentaire. On va essayer de commenter ces deux jours de Coupe Davis. Sachez aussi que même si le temps n'est pas au beau fixe, qu'il pleut, la rencontre aura lieu parce qu'elle aura lieu sous le cours qui bénéficie d'un toit rétractable. Donc même s'il pleut, venez nombreux. Et on jettera donc un coup d'œil sur les prévisions météo. Merci infiniment Laurent Orsini d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci Émilie. Un mot à présent sur le plus grand rassemblement des principaux acteurs du marché mondial de l'assurance et de la réassurance. C'est même le plus ancien congrès organisé en principauté. La 65e édition des rendez-vous de septembre a lieu en ce moment même, jusqu'au 13 septembre. En quoi cette manifestation est importante pour Monaco? La réponse avec Sandrine Camia, adjointe du directeur du tourisme et des congrès. Alors les rendez-vous de septembre, c'est un événement d'affaires qui fait partie du calendrier des grands événements de la Principauté. C'est 3155 participants cette année, qui est la 65e édition. C'est le plus ancien congrès installé à Monaco. 3155, donc un chiffre record, 10% de plus que l'année dernière. C'est un événement que la direction du tourisme et des congrès co-gère en collaboration avec l'association des rendez-vous de septembre. On s'occupe des réservations hôtelières, des inscriptions et aussi de la logistique sur place. Voilà, donc un événement tout à fait incontournable qui s'inscrit aujourd'hui dans un très beau succès, une très belle édition. Dans le reste de l'actualité en images, le club des résidents étrangers de Monaco a organisé lundi soir son cocktail de rentrée au Jimmy's Monte Carlo pour un moment convivial en présence de plusieurs personnalités, dont le prince Albert II. L'occasion pour le Crème d'accueillir officiellement ses nouveaux membres, mais aussi de présenter les temps forts qui rythmeront cette rentrée.
Et puisque nous parlons de rentrée, retour sur la rentrée scolaire qui, vous le savez, a eu lieu hier à Monaco. Elle rime parfois avec changement, montée de grade ou nouvel établissement. Il faut savoir s'adapter aux nouvelles responsabilités qui entraînent bien souvent du stress. Yannick Debever et Sylvain Péroumal ont rencontré le nouveau directeur du cours Saint-Maur et une enseignante qui a fait sa première classe à l'école Saint-Charles. Chef d'établissement ou enseignante, pour la rentrée, chacun a son lot de responsabilités. Une charge de travail à laquelle il faut s'adapter, surtout lorsque l'on vient d'être nommé à un nouveau poste. Après 4 ans en tant qu'enseignant à l'école du cours Saint-Maur, Mathieu Miglior est désormais directeur de l'établissement. Ce qui change en tant que chef d'établissement par rapport à professeur des écoles, c'est qu'en tant que professeur des écoles, on a une classe à charge. Là, c'est toute l'école qu'il faut mettre en ordre de marche. Et ça s'est fait quand même assez naturellement et une petite boule au ventre de la rentrée qui est revenue parce qu'on est moins à l'aise que quand ça fait plusieurs années qu'on est enseignant, mais un stress totalement gérable. Allez, bon appétit les enfants, à tout à l'heure. Être directeur, c'est travailler main dans la main avec l'équipe pédagogique, une équipe qui peut s'agrandir ou accueillir de nouveaux éléments. C'est le cas à l'école Saint-Charles où Marie-Ange Mulot vient d'être nommée enseignante dès 5 ans. Après une année en France, la native de la Principauté revient sur ses terres. Ça fait du bien de rentrer chez soi, de retrouver les locaux de la Principauté de Monaco. C'est aussi une petite piqûre de stress, mais du bon stress, du stress positif parce qu'on découvre nos élèves, on a préparé aussi en amont cette rentrée et vraiment là on évalue nos élèves, ce qu'on va pouvoir mettre en place avec eux, voir un peu aussi ce qu'ils aiment pour mettre des projets en place cette année. Génératrice de stress, la rentrée constitue pour tous une épreuve importante. C'est un moment de découverte, de rencontre, mais surtout le départ d'une aventure unique qui se renouvelle chaque année. Eux aussi ont fait leur rentrée lundi à Monaco. Les élèves de l'académie de danse Princesse Grace ont retrouvé l'équipe pédagogique et le directeur des lieux, Luca Massala. De nouveaux visages figurent parmi ces danseurs motivés pour intégrer à terme une compagnie internationale. Le reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. On va commencer avec les élèves. Cette année, 11 nouveaux élèves qui sont arrivés à l'académie. Au total, ce sont 47 jeunes élèves de 11 à 18 ans qui sont inscrits à l'école des ballets de Monte-Carlo. Et c'est sous la direction artistique de Luca Massala que ces jeunes danseurs venus du monde entier suivront des cours de danse classique contemporaine, des cours de composition, de pilates, mais aussi de musique et d'histoire de la danse, ainsi qu'une formation scolaire par correspondance. Une formation complète donc, mais pour ce faire, Luca Massala doit bien connaître ses élèves, connaître leurs traits de caractère, leur personnalité, leurs défauts, tout comme leurs qualités. Et pour l'heure, le temps est à la découverte des 11 nouvelles petites recrues. Commencer une éducation totale, déjà les connaître, commencer à voir comment ils sont, de quel pays ils viennent, comment est leur culture, savoir qu'est-ce qu'ils ont appris dans la danse. Et après, petit à petit, je ne dis pas enlever ou casser, mais améliorer certaines connaissances qu'ils ont, les faisant comprendre qu'un des atouts principaux de cette école, c'est l'éducation. C'est comment ils se présentent, comment ils parlent aux gens, comment ils arrivent. Et voilà, faire en sorte qu'en 4-5 ans, ils puissent sortir d'ici avec un contrat à la main qui est très important parce que depuis 2009, depuis mon arrivée ici, tous les élèves qui se diplôment ont un travail. Et c'est ça un peu l'aboutissement. L'aboutissement, c'est ça, pouvoir dire, une fois qu'on sort de cette école, ben on a la sûreté d'avoir un travail. Un nouveau cru qui se veut international. Les Caraïbes, le Japon, l'Italie et le Mexique sont à l'honneur cette année. Au total, ce sont 17 nationalités qui sont représentées, de jeunes recrues, fiers de représenter leur pays et leur culture, mais qui savourent surtout la chance de suivre cette formation à l'Académie Princesse Grace. It's amazing. It has a great reputation and it's one of the best schools in the world and I'm so happy and grateful to be here. Being here is like a dream come true for me because I have been working all of these years to get here and now I'm finally here, so I'm really happy and grateful for everything. Une formation qui dure 5 années durant lesquelles les élèves de l'académie présenteront le fruit de leur travail lors des imprévus notamment. Rendez-vous donc d'ici un mois car les premiers imprévus se tiendront au mois de novembre au sein de l'atelier des ballets de Monte-Carlo.
L'actualité en principauté, c'est aussi le 15e comité scientifique et technique de l'accord Pelagos qui s'est tenu à Monaco en ce début de semaine. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette session, comme les risques de collision des cétacés avec des navires, la réglementation de la recherche scientifique dans la zone protégée ou encore la pollution sonore. Pour rappel, l'accord Pelagos est un accord tripartite entre Monaco, la France et l'Italie. Sa présidence est actuellement assurée par la principauté. Intéressons-nous à présent à un syndrome qui touche 3 millions de personnes en France. L'apnée du sommeil est une maladie chronique qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour mieux comprendre ce trouble et ses conséquences, nous recevons ce soir Christophe Perrin, chef du service pneumologie au centre hospitalier Princesse Grace. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Comment expliquer tout d'abord cette pathologie qu'est l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, c'est deux volets très importants et complètement différents. Il y a ce qu'on appelle l'apnée obstructive et l'apnée centrale. Alors l'apnée obstructive, c'est un problème constitutionnel, c'est qu'on est fabriqué en quelque sorte avec une musculature de la gorge qui est faible et qui, sous l'effet de l'inspiration, a tendance à se rétrécir. Alors bien entendu, dans cette situation, il peut y avoir des facteurs aggravants, comme une rétropulsion du maxillaire inférieur, des petites bouches. Et d'ailleurs, à ce sujet, il est très très important de montrer les enfants aux pédiatres, de montrer les enfants aux dentistes, de façon à repérer ces malformations dentaires, des problèmes d'occlusion, qui font ensuite le lit, effectivement, des apnées du sommeil quand on est adulte. L'obésité est également un facteur aggravant, aussi l'alcool, bien sûr, le tabac, et puis aussi des médicaments, et notamment les somnifères. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que sous l'effet de l'inspiration, la gorge, parce que la musculature est faible, a tendance à réduire son calibre, et cette diminution de calibre peut être plus ou moins importante, soit réduire de façon significative la respiration, et c'est ce qu'on appelle une hypopnée, soit un collapsus total, et dans ce cas-là, ça conduit à une apnée. Concrètement, c'est qu'on arrête de respirer pendant quelques secondes? Donc on arrête de respirer pendant quelques secondes et on considère comme anormal un arrêt ou une modification de la ventilation d'au moins 10 secondes. Et ça a pour conséquence, bien entendu, une baisse de l'oxygénation dans le sang et une augmentation du gaz carbonique qui va conduire à des perturbations du sommeil et qui va conduire à tout un tas de perturbations, notamment cardiovasculaires. Et ça peut se produire plusieurs fois dans notre cycle du sommeil? Ça peut se produire plusieurs fois au cours du sommeil. On peut compter parfois, chez certaines personnes, jusqu'à 120 événements respiratoires normaux par heure. Donc le syndrome du sommeil obstructif du sommeil n'est pas forcément sévère. Il peut être léger, il peut être modéré, mais effectivement, on a parfois des patients qui ont un taux d'événements respiratoires normaux très très important. Et à long terme, cela peut avoir des conséquences? Alors à long terme, les conséquences sont doubles. Il y a à la fois les conséquences cardiovasculaires et les conséquences endocriniennes. Les conséquences cardiovasculaires sont dues au fait que l'apnée du sommeil conduit à l'hypoxie, c'est-à-dire à un défaut d'oxygénation de l'organisme. Et ce défaut d'oxygénation de l'organisme, bien entendu, est d'emblée mauvais pour le cœur. Ces perturbations de la respiration entraînent et génèrent de l'inflammation, génèrent une activation du système nerveux autonome et donc, autrement dit, créent un stress cardiovasculaire qui va conduire ou produire le risque d'infarctus du myocarde, l'infarctus de troubles du rythme cardiaque, le risque d'hypertension artérielle et aussi le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Et puis l'autre versant de pathologie induite par l'apnée du sommeil, c'est la pathologie endocrinienne et notamment le diabète de type 2 par deux mécanismes. C'est la résistance à la leptine. La leptine est une hormone qui permet de réduire l'appétit et qui stimule la commande respiratoire. Et aussi, ça induit, ces apnées du sommeil induisent une résistance à l'insuline et donc par ce biais aggravent le diabète. Alors, difficile de s'en rendre compte quand on dort, mais comment identifier cette apnée du sommeil? Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter? Alors, les symptômes habituels, c'est une fatigue matinale, c'est une fatigue au réveil, c'est une tendance à l'hypersomnie dans la journée,
c'est le fait de se lever très souvent, plusieurs fois dans la nuit pour uriner. C'est bien entendu le ronflement, c'est parfois des troubles de la mémoire, et puis aussi, on le dit souvent, des troubles de la libido. Et comment la traiter ? Le traitement principal de l'apnée obstructive du sommeil reste la pression positive continue et aussi l'orthèse d'avancée mandibulaire. Alors la pression positive continue, c'est une technique d'assistance respiratoire nocturne par masque, et l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est un appareillage dentaire et qui permet de mettre en avant le maxillaire inférieur pour limiter les apnées. Mais ensuite, il y a les points importants qui correspondent à l'hygiène du sommeil, c'est-à-dire qu'il faut effectivement se lever à heure fixe, de supprimer tous les éléments qui vont conduire ou aggraver l'apnée du sommeil, l'arrêt du tabac, contrôler bien entendu et arrêter donc l'alcool, stopper les somnifères. Et le point supplémentaire, c'est une prise en charge multidisciplinaire, et donc c'est ce que nous avons organisé au Centre hospitalier Princesse Grasse, où plusieurs acteurs de médecine du sommeil donc, sont présents. Il y a bien entendu les pneumologues dans mon service, les cardiologues, les neurologues, les psychiatres et également les ORL. Mais aussi, il faut ajouter la médecine physique, et donc toutes ces disciplines participent à la prise en charge thérapeutique de l'apnée du sommeil. Oui, il faut donc être attentif à tous les signes. Merci infiniment Christophe Perrin d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour nous éclairer sur cette pathologie qu'est l'apnée du sommeil. Merci. Merci beaucoup à vous. Parlons football à présent et plus précisément de foot féminin. Le club de la Principauté démarre la saison sur de nouvelles bases avec un effectif grandement remanié. Les ambitions restent les mêmes, mais elles ont été clairement affichées lors de la première journée de championnat. Les Monégasques ont signé une belle victoire 4-1 face au RC Labbé. Le reportage d'Émilie Terrasson et Julien Logier. Victoire pour les Monégasques. Hier, l'équipe féminine de football de l'AS Monaco s'est imposée 4-1 face au RC Labbé. Une réussite qui souligne le travail effectué pendant la pré-rentrée. Victoire pour le premier match, victoire importante pour nous. Les objectifs qu'on s'était fixés sont plus ou moins remplis, donc on est content. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir qu'on travaille davantage, parce que je pense par rapport aux occasions qu'on a eues, on aurait pu davantage marquer de buts. Et on va continuer à travailler. Une réussite d'autant plus importante puisque près de 90% de l'effectif a été changé pour cette saison. Les filles qui sont venues nous rejoindre sont des filles qui ont vraiment envie de jouer au ballon, défendre les couleurs de Monaco. Et donc c'est ce qui nous permet à nous d'avancer plus facilement avec des filles qui sont dans le projet. Ce projet, c'est de réussir le championnat de cette année et accéder dans le futur au niveau professionnel. On ressent un jeu collectif. Les filles, elles essayent pour l'instant de travailler les unes pour les autres. Donc pour un premier match, c'est top. Pour les membres de l'AS Monaco Football Féminin, ce début de saison est donc synonyme de nouveauté. Une opportunité pour progresser qu'ils vont bien tenter de saisir. En bref, l'amicale d'entraide et de prévoyance des fonctionnaires de la Sûreté publique organise ce vendredi à l'espace Léo Ferré sa 13e soirée des artistes. Animation musicale, jeux et tombola seront au programme de ce rendez-vous donné au profit des orphelins et enfants malades de la Sûreté publique. Place à vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Yannick ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le ciel sera toujours chargé ce mercredi à Monaco. La pluie ne devrait pas être de la partie, mais le soleil non plus. Les températures restent stables entre 23 et 26 degrés. Ce mercredi 13 septembre, Saint-Aimé est à l'honneur et puis c'est également l'anniversaire de l'un des monégasques les plus connus du monde. Le chef cuisinier aux 20 étoiles, Alain Ducasse, fête ses 67 ans. Alain Ducasse qui s'apprête à lancer la première édition du sommet de la gastronomie durable, événement qui aura lieu les 20 et 21 septembre en Principauté et que nous couvrirons bien évidemment sur Monaco Info. Ce journal est à présent terminé. On referme cette édition comme nous l'avons commencé avec l'entraînement des joueurs monégasques au Monte Carlo Country Club à l'approche de la Coupe Davis. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.